Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Elle est jeune, mais elle en a dedans. Cybèle Olivier, qui est journaliste à la recherche à Cube et qui nous arrive à chaque fois avec des sujets passionnants. Je remarque sur YouTube les segments avec toi. Ouais. Ça intéresse les gens. J'espère. Les gens discutent. Alors, de quoi nous parles-tu aujourd'hui, Cybèle? D'un autre sujet qui fait parler, qui est la loi sur les préjudices en ligne. Oui. Donc, on a vu passer ça souvent sous le nom de C63, si vous en avez entendu parler. Et là, c'est un projet de loi, en fait, qui a été présenté fin février et qui Au va fédéral. Au fédéral, exactement, et qui va être repris donc à peu près la semaine prochaine ou au courant du mois de mars. Ça devait arriver mi-mars. Alors, le sujet fait débat. Et juste avant de t'expliquer, rentrer dans le vif, je te donne les derniers titres de cette semaine au sujet de cette loi 63. C63, la création d'une dystopie. Ça, c'est Nathalie Elgrabli aujourd'hui dans le Journal de Montréal en chronique. Margaret Atwood qualifie le projet de loi sur les préjudices en ligne d'orwellien et note un potentiel abus. Globe and Mail, un projet de loi sur les méfaits en ligne pourrait déclencher un tsunami de plaintes. National Post. Ça met le ton. La loi sur les préjudices On nous en ligne... annonce l'apocalypse d'un bord ou de l'autre. C'est ça. Et en fait, je vous mets en contexte, ça, c'est un projet de loi que Arif Virani a présenté. Et le but de ce projet de loi-là, et comment il est présenté, c'est vraiment pour s'attaquer à tous les problèmes. Un des grands problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est les enfants qui sont attaqués en ligne au niveau de la pornographie, au niveau de toute la sextorsion. C'est vraiment comme ça qu'il le présente. Donc, tous les préjudices sexuels. C'est un projet de loi qui avait déjà été présenté en 2021, qui est mort avec David Lametti lorsqu'il y a eu des élections. Alors, il y a deux buts distincts. Le premier, je le passe rapidement parce que c'est indiscutable. Tout le monde s'entend pour dire que ce bout-là, on l'aime. Comme je te dis, c'est les préjudices en ligne, donc pornographie juvénile, diffusion non consensuelle d'images, les deepfakes, la revenge porn et tout ça. Et d'ailleurs, en lien avec ça, cette semaine, Statistique Canada nous apprenait que le nombre d'infractions sexuelles a explosé, Sophie, là, 200% entre 2014 et 2022 d'augmentation. Et ça, ce serait minimisé comme chiffre, là, selon les experts. Alors, ça va pas bien. Et là, ce que le projet de loi propose à ce niveau-là, c'est que les signalements pourraient maintenant être faits directement sur les plateformes en ligne, sur les réseaux sociaux. Et sinon, on peut faire une plainte à une nouvelle commission qui serait créée, qui s'appelle la Commission de la sécurité numérique. Et là, les entreprises auraient 24 heures maximum pour retirer le contenu. S'ils le font pas, ils doivent payer une amende qui équivaut à 6% de leur chiffre annuel brut ou 10 millions de dollars. On choisit le chiffre le plus haut. Ça va bien. Tout le monde s'entend pour dire que c'est grave. On est tous contents qu'on resserre la vis à ce niveau-là. C'est le deuxième type de préjudice qui pose problème et ceux qui s'attaquent, c'est ce qui s'attaque au discours haineux en ligne. Voilà. Donc, il y a une partie pour les jeunes et une partie pour le crime haineux. Voilà. Alors, je devine, évidemment, c'est que qui définit ce qui est haineux? C'est ça. Voilà. Qui définit... En fait, ils se prennent sur la définition du code criminel qui dit « Le discours haineux est un contenu qui exprime la détestation ou la diffamation. » Et c'est là que les gens s'entendent pas. Oui. Ils se disent encore une fois, est-ce que ça va être matière à subjectivité? Qui va décider de ça, sachant que c'est le gouvernement qui met en place des gens qui vont déterminer quels sont les crimes haineux qui sont faits. Et là, les gens, maintenant, vont pouvoir aller porter plainte directement à la Commission des droits de la personne pour des crimes haineux. Ouais. Et les gens pourraient payer jusqu'à très cher. On parle dans tout des sommes qui pourraient aller jusqu'à 70 000 $. Et peine d'emprisonnement. Peine à perpétuité si, par contre, on est reconnu pour le génocide. Ouais. J'ai vu des gens qui parlaient d'autres choses, mais j'ai vraiment vérifié, c'est que pour le génocide qu'on parle d'emprisonnement à vie. Par contre, on incite les gens à faire des plaintes envers d'autres personnes, selon des caractéristiques un peu subjectives. Alors moi, je pourrais être amenée à payer 20 000 $ au plaignant parce que lui a déposé une plainte à la base contre moi qui a été admise finalement. Mais jusqu'où ça va? Et moi, c'est le danger, évidemment, de la dérive. Et c'est pour ça, Margaret Atwood qui dit le côté orwellien de tout ça, parce qu'on a peur, évidemment, que ce soit le Big Brother. Et je vais juste donner un exemple, OK? Je ne sais pas si c'est approprié pour celui-là, mais par exemple, quelqu'un peut critiquer une religion. Hein, tu sais, ça s'est déjà vu, quelqu'un critiquer une religion, il me semble. J'ai déjà vu ça. La dernière fois, j'ai vérifié. Cette personne-là critique une religion. Quelqu'un qui est de cette religion-là peut se tourner vers la personne qui ne fait que critiquer la religion, critiquer des croyances, critiquer une idéologie et dire « Ah,
tu souhaites ma mort, c'est un propos haineux, je porte plainte contre toi et tu es obligé de payer 20 000 $. Bien, la prochaine fois que la personne va avoir envie de critiquer la religion, critiquer la croyance, critiquer l'idéologie, elle va se lever le matin en disant, sais-tu quoi, Minou, ça me tente pas de payer 20 000 $, moi, rester chez nous, puis je ferai. Donc, on arrête d'être critique de la société. Moi, c'est le danger que je vois. Puis un autre exemple à ça, parce que quand on parle de comment les définir, ça a déjà été fait dans un arrêt de la Cour suprême en 2013 où on était dans une situation comme ça où on devait définir la diffamation, la détestation. Et il a dit, bon, il faut se fier à des espèces de critères, à des définitions de ce que ça pourrait être pour s'en tenir dans un certain cadre. Et je cite, « Blâmer les membres d'un groupe pour les problèmes actuels de la société en prétendant qu'ils constituent une menace puissante. » Ça pourrait être de la diffamation, de la détestation. Mais je te donne un exemple. Présentement, si par exemple, il y a des féministes radicales, parfois qui parlent des hommes en disant c'est les problèmes de la société, c'est tous ceux qui les causent, bien, eux pourraient être poursuivis. Pour crimes haineux. Après ça, parfois, comme on l'avait aujourd'hui, puis tantôt, Stéphanie en parlait, Madame Hull, qui est venue nous parler de groupes trans activistes qui leur font des plaintes et qui ont un discours haineux envers d'autres groupes de femmes. Bien, eux aussi pourraient être poursuivis en justice. Mais est-ce qu'on remet en question le statu quo ou est-ce que vraiment on fait un discours haineux? Puis c'est là le problème. Puis je veux juste rajouter à ça, non seulement on se dit qu'on va aller critiquer de potentiels crimes haineux, mais il y a la question qui ajoute dans la loi C-63 d'un potentiel futur crime. Donc, écoutez ça. Une personne peut porter plainte contre des individus qui pourraient, moi, là, je pense que toi, tu pourrais commettre enfreindre la loi sur le discours haineux à un moment donné, dans le futur. Je peux porter plainte et s'ils ont raison, ils me donnent raison, bien là, la police peut dire, parfait, tu me donnes un échantillon corporel, tu portes un moniteur à cheville, puis si tu refuses, emprisonnement pour un crime que je pense que tu pourrais commettre dans le futur. Puis c'est là que les gens s'arrêtent, ils se disent, wow, quel pouvoir se donne le gouvernement en matière de discours haineux? Puis c'est là que ça fait peur aussi. Et je te dirais également, je serais partagée en deux inquiétudes. Si c'était les conservateurs qui faisaient cette loi-là, je serais extrêmement inquiète qu'il y ait une dérive vers la droite. C'est le gouvernement de Justin Trudeau qui propose cette loi-là et je m'en inquiète également parce que quelqu'un qui est capable de nommer quelqu'un comme Amira El-Gawabi au poste de commissaire à la lutte contre l'islamophobie et comme ça a été très, très bien démontré dans un article de la presse cette semaine, qu'en fait, elle est aveuglée par une certaine idéologie, ben, ça m'inquiète parce que en fait, on revient toujours à la définition de qui va être la police de la haine. Ben, disons ça comme ça. Très bien résumé. Merci beaucoup, Cybèle Olivier. Merci de nous avoir... Oui, c'est ça. Puis on encourage le discours et la liberté d'expression et les critiques aussi, parce que sinon, comment peut-on évoluer dans une société démocratique, Sophie? Mais attends, parce que je pensais que moi, mettre fin à notre excellente discussion, parce qu'on avait un prochain invité qui s'en venait, mais là, on a la difficulté. Ah, ben parfait. Je voulais te dire des chiffres. Alors, continue, Écoute, j'en ai d'autres pour vous, des chiffres. Oui. On parle de la liberté d'expression, puis on se dit que ça va être quoi les pouvoirs du gouvernement à ce moment-là. Mais Léger a aussi publié un sondage cette semaine où il sondait les Canadiens sur la loi, justement, contre les méfaits en ligne. Et là, on apprend que 10 % des personnes ont dit qu'elles avaient une confiance totale envers le gouvernement. 10 %. Mais attends, 33 % ont assez confiance au gouvernement en matière de liberté d'expression, mais 50 % ont déclaré qu'ils avaient peu ou pas du tout confiance envers le gouvernement pour protéger la liberté d'expression. On est au Canada. Et là, on se fait souvent ridiculiser pour ça, Sophie, tu le vois, de la part des Américains, entre autres, qui nous disent « Mais qu'est-ce qui se passe avec les voisins au Nord qui étaient une société libre ou qui paraissaient comme telle? » Puis là, maintenant, il y a ce genre de projet de loi-là qui arrive. Puis encore une fois, très important ce qu'ils font au niveau des préjudices préjudices pour les enfants. Mais du côté de la liberté d'expression, si ce projet de loi-là passe tel qu'il est, eh bien là, est-ce que ça va pas aller aussi avec qui nomme qui à quel endroit et est-ce que ça va pas un peu se faire à la minorité qui pense très fort parfois? Comme c'est bien dit, la police de la haine sera-t-elle asservie à des minorités militantes? Oui. Très bien amené. Merci beaucoup, Cybèle Olivier. Merci.